Actualité TVCO, édition du 20 novembre. Aux actualités TVCO pour vous cette semaine, tout d'abord, le maire de Baie-Saint-Paul, Jean Fortin, vient nous présenter la nouvelle stratégie de marketing territorial de la ville ainsi que sa nouvelle image de marque. La vie économique de notre région demeure dynamique malgré la pandémie et nous allons faire un tour d'horizon. Des entreprises qui trouvent une relève, qui s'en vont vers une phase d'expansion ou encore des entreprises qui vont voir le jour dans le courant des prochaines semaines. J'en parle avec notre journaliste Daniel Biru. Le très couru Gala Charlevoix doit, on comprendra, en temps de COVID, se réinventer. Alors, on va accueillir Joanne Côté, la directrice générale de la Chambre de commerce de Charlevoix, qui va venir nous présenter la soirée Charlevoix reconnaît autrement, qui va se dérouler le 4 février prochain d'une façon, bien sûr, virtuelle. Le gouvernement du Québec a annoncé cette semaine une enveloppe de 100 millions de dollars pour soutenir le développement des soins à domicile. Et on rencontre le directeur général de l'Agence pour vivre chez soi, M. Alain Goulet, qui va venir nous dire qu'est-ce que ça a comme impact au niveau de son organisation. C'est la semaine de prévention contre les dépendances et notre journaliste Daniel Biru s'est entretenu à ce sujet avec Mme Lucie d'Entremont. Cette semaine, à Baie-Saint-Paul se déroule la clinique de vaccination contre la grippe. On est allé sur place, on a pris des images et on a rencontré les représentants du CIUS de la capitale nationale. Enfin, pour terminer l'émission, et comme à l'accoutumée, ça va me faire plaisir d'accueillir Maxime Jaudoin qui va venir nous parler de sport local, mais également du sport des grandes ligues. À tous, je vous souhaite une bonne émission. La Ville de Baie-Saint-Paul a présenté cette semaine sa nouvelle image de marque qui est jointe à une nouvelle stratégie de marketing territorial. Puis pour en parler, ça nous fait plaisir d'accueillir le maire de Baie-Saint-Paul, Jean Fortin. Monsieur Fortin, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Fortin, avant de parler d'une nouvelle image, parlons d'abord de qu'est-ce que ça signifie qu'une stratégie de marketing territorial. En fait, je pense qu'il faut revenir historiquement. Là, vous savez, Baie-Saint-Paul a un agenda 21 depuis 2006. Ça, l'agenda 21, c'est pour une planète plus saine à long terme. C'est une politique de développement durable, oui, c'est ça. Oui, mais qui est particulière. Hein. On sait que l'agenda 21, d'abord, c'est une politique qui ne vient pas d'en haut, elle vient des citoyens. Hein. Elle est faite à partir de ce que les citoyens rêvent comme ville. Puis tu rattaches au grand principe de développement durable. Okay. Puis on sait que c'est très lié avec les 4 piliers du développement durable, hein, qui sont au niveau de la responsabilité environnementale, l'équité sociale, hein, tout l'aspect social, l'aspect environnemental, l'aspect du développement économique. Comme je dis souvent, développement durable, il y a 2 mots. Il y a aussi le mot développement, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Développement durable. Et il y a la vitalité culturelle, qui est important pour nous, hein, on le sait, à Baie-Saint-Paul. Ces 4 éléments-là sont des piliers de votre stratégie de marketing territorial. Oui, parce que dans notre dernier plan d'action, un des premiers enjeux qui était ressorti suite aux consultations, c'était de se donner justement un plan de marketing territorial. Et puis, on n'est pas les seuls. On est dans la mouvance de plusieurs villes, municipalités MRC au Québec et même ailleurs, là. Mais particulièrement au Québec, au cours des dernières années, puis même récemment, moi, comme je disais il y a quelque temps, moi, je fais partie du caucus des municipalités de centralité de l'Union des municipalités du Québec. Et au niveau de ce caucus-là, auquel il y a une soixantaine de villes là, qui sont de la taille un peu plus puis un peu moins que Baie-Saint-Paul, qui sont centrales de MRC. Vous savez, des municipalités moins de 10 000 habitants, mais qui ont plusieurs équipements qui sont supralocaux, par exemple, hein, pour régionaux. Okay. Donc, vous êtes dans cette coalition avec les municipalités? Nous, on en fait partie depuis le début. Et tout le monde, on a eu l'an passé plusieurs présentations sur le marketing territorial. De quoi on parle exactement? En fait, on parle de comment on vend notre territoire. Comment, d'abord, on adhère à notre territoire, comment on va chercher on développe un sentiment d'appartenance à un territoire. Okay. Hein, et à partir de ce sentiment d'appartenance-là, on regarde quelles sont nos forces. C'est quoi nos forces? C'est quoi nos faiblesses? Aussi, on en a. Hein? C'est quoi les forces? C'est quoi les faiblesses?
et comment on fait, comment on vend ça. Tu sais, le jour où on a... Puis évidemment, c'est un côté positif. Notre objectif, c'est de travailler sur nos forces. Et comment on fait pour les vendre, ces forces-là? Comment on est plus attractif? Et puis, moi, je dis souvent, à Baie-Saint-Paul, on le sait, on est attractif au niveau culturel, touristique, Oui. entre autres. Oui. Mais on a d'autres forces. L'agroalimentaire, par exemple. OK, ça réapparaît, ça, Ça réapparaît. en puis- haut, là. Oui, bien sûr. Nos services sociaux, par exemple. Vous savez, il vient de se construire un hôpital flambant neuf avec tous les services modernes et tout ce que vous voulez. Et donc, on a, par exemple, au niveau social, on a plein d'organismes à Baie-Saint-Paul qui travaillent à donner des services aux citoyens. Puis aux citoyens, je prends l'exemple du Centre communautaire pro-santé, par exemple, le Centre des femmes, d'autres organisations. Oui, il y en a beaucoup. Puis au niveau commercial, on est assez bien aussi organisé. Donc, maintenant, cette stratégie-là vous amène à avoir une nouvelle identité. Exactement. On va se remettre à jour dans notre Exactement. identité Oui. parce qu'il y a d'autres champs. Oui. Mais la question que je me pose, c'est à partir du moment où on n'est plus ville de culture et patrimoine, comme ce qui était le slogan auparavant Oui. de la ville, Oui. on est une ville de quoi maintenant? bien, moi, je pense qu'on est une ville dynamique, rajeunie, ouverte à la diversité puis à plein de possibilités. OK? Et puis incluant la culture et le tourisme, vous savez. Et moi, c'est pour ça qu'à l'intérieur du plan de marketing territorial, on arrive à l'image de marque. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'à partir de ce qu'on a comme force, là, elles sont mieux connues, ces forces-là? Comment on les... Moi, je dis souvent, un pléonnaire, on renforce nos forces. Puis comment on fait qu'on est encore mieux connus, puis peut-être un éventail plus large de possibilités, de population. Pas juste pour ceux qui veulent venir nous visiter, mais aussi pour ceux qui auraient l'intention de venir encore nous visiter, mais aussi... de s'établir ici. S'établir ici. Venir faire de la business, trouver un emploi, l'entreprise. faire de la business, effectivement. Et comment on fait pour aller être attractif par rapport à ça? Puis comment on fait pour... Parce que moi, je dis souvent, on est en concurrence. Hein? Les municipalités, on le sait maintenant, de plus en plus, il y a une sorte de mouvement des gens qui veulent aller en région. Ils sont prêts la à y COVID aller. a exacerbé ça. Oui, en plus. Oui. Et là, nous, comment on se... Puis nous, on avait déjà commencé à travailler ça avant la COVID, mais là, on a vu que la COVID a même renforcé ça. Comment on fait pour être plus attractif et rejoindre un plus grand éventail de ces personnes et organisations? Vous allez me permettre de vous reposer la question. Est-ce que c'est un changement de logo qui nous rend plus attractifs? Pas nécessairement. Mais alors, je comprends qu'il faut parfois renouveler son image de marque. Oui, parce que mais comment cette stratégie-là va bien au-delà des dessins et des couleurs qu'on a choisis? Parce que les gens ne viendront pas ici à cause d'un nouveau logo, on s'entend, là. Non, c'est pas ça. On n'est pas là. Ça fait partie d'un ensemble, c'est bien clair. Et ce n'est pas qu'un logo. Mais le logo est comme à l'image de l'ensemble de la planification. Donc, les gens nous disent, vous savez, on veut moderniser la chose, on veut rajeunir un peu tout ça. Puis, il ne faut pas oublier non plus que nous, ça nous permet de moderniser tous nos outils. Notre site Web, par exemple, tout l'aspect... On le sait, on s'en va beaucoup vers le numérique. Hein? Oui. Il est partout dans nos villes numériques. Et on pense, nous, que la nouvelle image de la ville correspond plus à cette mouvance-là aussi. Ah, mon nom? Eh bien, appelez-moi par mon petit nom, BSP. L'idée, c'est vraiment de rendre ça plus dynamique, de rajeunir la chose. Et pas que notre logo d'hier n'était pas intéressant, mais il date maintenant de presque 20 ans. Et je pense qu'il y a eu une évolution importante au cours des 20 dernières années, puis on voulait correspondre plus à ce qu'est Baie-Saint-Paul, puis à ce que nous voulons faire aussi. Puis, maintenant, M. le maire, là-dessus, en terminant, il y a quand même une somme de 100 000 qui a été investie par la municipalité pour l'ensemble, et à la fois le plan de stratégie marketing territoriale et également pour les nouveaux logos. En terminant, j'aimerais savoir comment on va rentabiliser cet investissement-là. Quels vont être les critères qui vont nous permettre de dire « Hey, ça, c'est un investissement qui valait la peine d'être fait ». On va se fier à quoi? C'est sûr que les critères vont être à long terme, mais moi, je pense qu'on va regarder aussi
par exemple, par rapport à nos sites au niveau de la ville, est-ce qu'il y a plus de gens qui nous suivent? Qui nous suivent? Il y en a-tu plus qui nous suivent? Ça va être quoi? Combien on a de nouvelles entreprises d'implantées ici? Combien on a de nouvelles personnes qui sont venues ici? On va le voir. Je pense que c'est en années qu'on va voir ça aussi. Évidemment, c'est la réaction des gens aussi au cours des prochaines semaines. On voit que plusieurs ont adopté l'identification sur leur photo Facebook. Oui, on a vu ça passer déjà cette puis il y a semaine. plein de gens, on a des bons commentaires, on est bien contents. Oui. Il y a des commentaires plus mitigés, c'est normal. La question de patrimoine, la question culturelle chez certaines personnes, là, puis on comprend. Mais je pense qu'on ne vient pas de l'éliminer. Elle est là. Nous, on pense qu'elle est déjà dans... Vous savez, c'est dans l'ADN de Baie-Saint-Paul, la question culturelle, entre autres. Et pour nous, elle est là. Et moi, je pense qu'on n'a plus besoin de la mettre dans un slogan. Bien, Monsieur le maire, je vous remercie pour ces explications. On va suivre ça, le développement, et on reviendra ensemble parler de marketing territorial pour voir de quelle façon est-ce que ça a pu induire une nouvelle dynamique de développement dans la municipalité de Baie-Saint-Paul. Alors, encore une fois, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous avoir en studio, tout en respectant bien sûr la distanciation. Évidemment, oui. Ça nous change un peu d'une rencontre Zoom. Alors, merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci à vous. Nous avons pu constater cette semaine que la vie économique dans notre région est encore très dynamique. Il y a eu plusieurs annonces concernant des entreprises. Alors, on a décidé de faire le tour en compagnie de notre journaliste Daniel Biru. Daniel Biru, bonjour. Bonjour, Martin. Daniel, parlons d'abord d'une première entreprise qui a été reprise. Et puis, c'est quelqu'un qui a le courage d'ouvrir boutique, ou en tout cas de poursuivre le travail d'une boutique dans le centre d'achat. On parle de la boutique Élie et Gabi. Oui, c'est ça exactement, Martin. Du côté du centre commercial de Baie-Saint-Paul, il y a eu Mme Karine Simard qui a eu l'idée justement d'aller reprendre la boutique Élie et Gabi. Et justement, l'entreprise était sur le point d'être obligée de fermer ses portes. Et voici ce qu'elle a eu à nous dire par rapport à ça. Oui, très, très heureuse d'ailleurs d'avoir fait l'acquisition. C'est comme je suis comme un enfant dans un magasin de jouets. Hein? C'est un plaisir. Puis on a une très belle clientèle qui sont très heureux aussi d'avoir réouvert parce que je pense que cette boutique-là était très, très aimée en soi. Étant moi-même une cliente du magasin, je peux dire que je l'aimais beaucoup aussi. Fait que ça a été une motivation encore plus pour faire l'acquisition. J'ai vu l'annonce comme de quoi qu'il y avait une fermeture de ce magasin. Je trouvais ça plate et dommage que ça ferme. Fait que ça m'a comme permis de me dire, écoute, je pourrais peut-être approcher les propriétaires pour voir là, si c'est une possibilité qu'ils vendent le magasin ou que c'est vraiment une fermeture. Fait que j'ai fait le grand saut, j'ai approché les anciennes propriétaires qui m'ont accueilli à bras ouverts et qui m'ont très bien répondu puis assisté. On a regardé tout ça ensemble. Puis c'est là que je me suis dit, je me lance. C'est fait pour moi. C'est vraiment un magasin qui je pourrais dire, qui m'attirait beaucoup parce que c'est un magasin de jouets. J'ai 3 filles en bas âge. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on est cliente. Fait que j'ai dit, j'embarque dans la grande aventure d'Élie et Gabi. Oui. Je venais acheter des articles, autant jouets, autant vêtements. Puis au centre d'achat, c'est un petit centre d'achat, mais très convivial avec des belles boutiques. Fait que j'étais quand même souvent ici. Ouais. Des boutiques de jouets pour enfants et de vêtements. On n'a pas beaucoup dans Baie-Saint-Paul, en tout cas. On n'a pas de magasin qui tient tous les produits au même endroit. Ce qui fait que je trouvais ça dommage, cette fermeture-là. Alors, puis par la suite, je trouvais qu'il fallait qu'on ait un magasin qui continue à avoir vêtements, jouets. Fait que c'est pour ça que j'ai été attirée de perturber le magasin. Ouais. Il y a un très beau roulement, une belle clientèle. Les grands changements que j'aimerais apporter, sincèrement,
on veut vraiment répondre aux besoins des clients le mieux possible. Par contre, là, c'était très bien livré. Les clients sont très satisfaits de ce qu'on nous détenons. C'est sûr et certain que si un client a une demande en particulier, on va tout faire notre possible pour pouvoir trouver là, le jouet ou le vêtement qui nous est demandé. Écoutez, dans le fond, là, je veux que les clients soient satisfaits, que tout ce qui est dans le magasin réponde bien à leurs besoins. Fait que pour l'instant, là, on garde la même marchandise. Par contre, éventuellement, on va y aller avec des nouveautés. On va approcher là, certaines marques, on va approcher peut-être des nouveaux jouets qui m'ont été là, demandés pour voir un petit peu là, si on peut les tenir en boutique, puis justement là, avoir ce marché-là pour les clientèles qui veulent ces jouets-là. Oui. Daniel Biru, on a également appris cette semaine que l'entreprise Thermafix doublait sa superficie. Oui, justement, Martin. Donc, l'entreprise Thermafix va effectuer des travaux au cours des prochains mois pour élargir son terrain, pour doubler sa superficie. Qu'est-ce que ça fabrique, Thermafix? C'est une usine spécialisée en fabrication d'unités scellées. Et donc, c'est ça. Donc, les travaux de ce côté-là devraient se conclure au cours des prochains mois. On a également appris cette semaine que la MRC de Charlevoix allait soutenir 2 nouvelles entreprises. Oui, c'est ça, Martin. Donc, les entreprises Hydromel de Charlevoix et les Montagnards de Charlevoix qui vont commencer à travailler dans les prochaines semaines également. La MRC de Charlevoix a octroyé une somme de 100 000 à ces 2 entreprises-là. Et puis, Ce sont des entreprises en démarrage. Oui, c'est ça, exactement. Hydromel de Charlevoix, oui. Eux, qui sont une entreprise spécialisée dans la boisson de miel et qui sont basés à Baie-Saint-Paul. Et les Montagnards, eux, qui sont plus du côté des écuries et eux qui vont s'installer à Petite-Rivière-Saint-François du côté du Club Med dans les prochaines semaines également. On apprend également que le réputé chef David Forbes veut ouvrir un restaurant italien à Baie-Saint-Paul. M. Forbes, qui était du côté de l'Hôtel Germain avant, oui. et maintenant qui sera rendu à la Maison Otis sur la rue Saint-Jean-Baptiste à Baie-Saint-Paul et qui ouvrira justement un restaurant italien, le Tavola. Tavola, oui, okay. Exactement, et qui sera donc un meat house italien et qui sera ouvert au cours des prochaines semaines, en fait, plus du côté de la nouvelle année 2021. On apprend également, et ça c'est ouvert, là, il y a aussi la Corporation des métiers d'art de Charlevoix qui a maintenant pignon sur rue. Exactement, Martin. C'est Mme Annick Perron qui est la directrice générale de cette corporation-là. Oui. Et l'ouverture officielle a eu lieu jeudi dernier, le 19 novembre. Donc, c'est ça, on sait justement que le Salon des métiers d'art en Charlevoix a dû être annulé pour cause de COVID, oui. Mais Mme Perron est tout de même assez heureuse justement de pouvoir tenir cet événement-là et ouvrir sa boutique. On écoute maintenant ce qu'elle a à nous dire par rapport à ça. On a pris possession le 1er novembre et là, bien, on est en train de préparer la boutique pour l'ouverture officielle. Nous, on part ça jeudi. C'était la date qui était supposée d'être le Salon des métiers d'art qu'on a dû annuler. Donc, c'est pas un hasard. On a fait coordonner ça ensemble pour dire, bien, on offre un salon de pignon sur rue jusqu'à Noël, dans le fond. Bien, on l'offre à l'année, là, mais je veux dire, on invite la population à venir découvrir la magnifique boutique. C'est un œuvre. Moi, je trouve que le local était tellement beau. C'est un œuvre d'art en soi. Donc, avec tous les produits des artisans, c'est vraiment magnifique. Donc, il va y avoir plusieurs nouvelles collections des artisans. Alors, beaucoup de choix de cadeaux, des fêtes. C'est la première fois qu'il y a vraiment un grand rassemblement comme ça d'artisans de la corporation. On est très heureux de ça. Ça va être quelque chose qui va faire rayonner les métiers d'art dans Charlevoix, un rassemblement comme ça. La boutique, ce ne sera pas seulement une boutique, ça va être, on appelle ça la mini-ATR des artisans un peu. On va promotionner la route des métiers d'art. Ça va être notre siège social, notre bureau, notre endroit, éventuellement, quand ça va être possible de faire des 5 assiettes, des choses de rassemblement. Donc, ça va vraiment nous aider à se structurer aussi, à la place de ne pas avoir de bureau physique, de ne pas avoir d'endroit physique. Fait que la boutique devenait un peu une nécessité pour la suite des choses et c'est la première fois. C'est ça, nous, on a 36 artisans, donc ici dans la boutique, là, une trentaine. Donc là, ça les permet de montrer tout aussi tout ce qu'ils font.
La Corporation des métiers est de est en ouest. C'est sûr que là, notre pied à terre est à Baie-Saint-Paul, mais c'est vraiment les artisans de partout là, qu'on représente. D'ailleurs, la route des métiers d'art aussi qu'on représente est d'est en ouest. Il y a plusieurs lieux à Baie-Saint-Paul, plusieurs lieux aux éboulements. C'est une place qui en a beaucoup. Donc oui, on promotionne dans tout Charlevoix. Est-ce qu'on retrouve des produits de tous les artisans qui font partie de la corporation? Non, c'est ça. Il y a quelques-uns qui n'ont pas encore apporté, mais c'est pas mauvais non plus parce que j'aimerais ça qu'il y ait une petite rotation aussi durant le temps des fêtes. Là, il y en a qui m'ont dit la semaine prochaine, je vais te ramener des choses. Annick, parfait. Ramène-moi-en pour que les gens puissent venir cette semaine, la semaine prochaine. C'est sûr qu'en temps de COVID aussi, on veut, on va étaler jusqu'à Noël. Il va y avoir une fluidité probablement. Là, on n'a pas le choix. Ce ne sera pas comme un gros boom de salon des métiers d'art qu'on a 3000 personnes qui arrivent en 4 jours. Là. On ne peut pas faire ça. Mais je pense que ça va circuler puis que les gens vont revenir de semaine en semaine. Puis on va avoir des produits qui vont s'ajouter aussi. Puis après les fêtes, c'est sûr que ça va être plus tranquille. Là, on va ouvrir seulement les fins de semaine. Durant le mois de décembre, on va ouvrir du jeudi au dimanche et souvent le mercredi aussi. La semaine avant Noël, probablement toute la semaine. Sur Facebook, vous pouvez avoir accès à toutes nos heures d'ouverture. On s'ajuste, dans le fond, à la demande. On va s'ajuster. Entre Noël et le jour de l'an, c'est certain qu'on va être ouvert tout le temps. S'il va y avoir beaucoup de monde, c'est la même chose dans la semaine de relâche, on va ouvrir. L'été, ça va être 7 sur 7. Donc, on va s'ajuster. Et le fait que ce ne soit pas justement l'hiver, que ce soit un peu plus tranquille, c'est bien aussi parce que c'est moins étouffant pour nous, pour payer une ressource sans arrêt. Ça aurait été peut-être plus difficile, mais là, on est très bien organisé de ce côté-là. Dans la population, je pense qu'elle est très contente. C'est quelque chose de bien à Baie-Saint-Paul. Hein? Bon, la rue, c'est vraiment le fun aussi. Sur la rue Ambroise-Farfare, à côté du festif, comme ça, à côté des restaurants, à côté du musée d'art contemporain, du Paul Médéric avec qui on est partenariat. Tout ça, ça va tout créer des liens encore plus forts. Date d'ouverture, jeudi. Le 19 novembre, ça commence à 13h. Donc là, jeudi, on va ouvrir de 13h à 20h. Vendredi, le 20, ça va être de midi à 20h. Samedi, de 10h à 5h l'après-midi. Et le dimanche, de 11h à 4h. Les autres semaines, ça va. Mais au moins pour les 4 premiers jours, là, on voulait comme donner un petit coup, permettre aux gens d'avoir assez d'heures pour qu'ils puissent venir faire la tournée. Daniel Biru, merci pour ce tour d'horizon et au plaisir. Merci à vous de m'avoir reçu, Martin. Merci beaucoup. Nous aurons droit à une toute nouvelle mouture du gala Charlevoix reconnaît cette année, pandémie oblige, et on en parle avec Joanne Côté, directrice générale de la Chambre de commerce de Charlevoix. Madame Côté, bonjour. Bonjour. Madame Côté, après avoir incité et puis aidé les entrepreneurs à se réinventer au cours des derniers mois, c'est maintenant à votre tour de faire preuve de réingénierie parce que vous nous proposez cette année, en temps de pandémie, un tout nouveau gala Charlevoix reconnaît. Pouvez-vous nous dire comment ça va se passer cette année? Bien, écoutez, d'abord, comme vous avez peut-être remarqué, ça ne s'appelle pas le gala Charlevoix reconnaît, ça s'appelle Charlevoix reconnaît autrement. Alors, merci pour la spécification. Donc, parlez-moi de l'autrement, oui. L'autrement, voilà. Ouais. Alors, c'est comme ça qu'on s'est réinventé, en fait, en faisant autrement. Ce qui fait que les références qu'on a par rapport au gala Charlevoix reconnaît sont complètement éclatées. D'abord, ce sera un événement virtuel qu'on va tenir le 4 février prochain. Donc ça, déjà, ça change complètement de la formule habituelle. Oui. Ensuite de ça, ce qui est complètement également différent, vous savez que normalement, dans notre gala traditionnel, on avait des catégories. Bien sûr. L'éco-responsable, le performant, l'accueillant. Donc ça, cette année, c'est complètement disparu. Aussi. Et c'est aussi disparu. Donc, il n'y aura pas les catégories traditionnelles cette année. Pourquoi? Parce que cette année, je crois que l'ensemble des entrepreneurs ont mis leur énergie sur la résilience principalement, sur l'adaptation à cette nouvelle situation dans laquelle on est encore tous plongés. Alors, je pense que c'est ça qu'il faut souligner, c'est la résilience des entreprises, donc leur capacité à s'être adaptées, leur capacité à avoir innové également dans le cadre de cette année difficile qu'on a vécue, qu'on vit encore. Donc, les catégories que nous connaissions par le passé, lors des galas en présence, les galas où on pouvait participer en personne, ces catégories sont remplacées par quoi cette année, Mme Côté? Bien, en fait, les entrepreneurs vont encore pouvoir participer en déposant une candidature. Oui.
contrairement à d'habitude, la candidature va être ultra simplifiée, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une seule question à laquelle ils doivent répondre pour participer. Donc, au lieu des 2-3 jours où ils passaient à remplir leur candidature habituellement, ça va leur prendre 1 heure, en nous expliquant comment, justement, ils se sont adaptés, ils se sont réinventés, donc comment ils ont fait preuve de résilience au cours de la dernière année. Alors, à travers toutes les entreprises qui auront postulé, et on espère qu'elles seront nombreuses parce que presque toutes les entreprises se sont réinventées, on va déterminer avec un jury 6 grands gagnants qui se verront remettre un trophée le soir de l'événement virtuel du 4 février. Vous dites 6 grands gagnants, mais est-ce qu'il y aura des catégories? Est-ce qu'il y aura des reconnaissances particulières? Un peu comme vous nous avez habitués avec des catégories qui n'existent plus cette année. Mais on aura 6 gagnants. Est-ce qu'il y aura des titres liés à ces gagnants-là? Non, ce sont les 6 Grands Prix de la résilience qu'on va remettre. Okay. Par contre, il y aura donc ça, c'est un processus de candidature qui ressemble à ce qu'on faisait avant, sauf qu'il n'y a plus de catégorie. Par contre, le soir de cet événement-là, on veut aussi que, en fait, la population qui, elle aussi, a été très affectée au cours de l'année parce que les services n'étaient pas offerts comme à l'habitude. Comme là, en ce moment, on n'a plus de restauration, on n'a pas de gym, on n'a pas... On a appris à vivre en pandémie, oui. Pendant toute la période de mise en candidature, donc dès maintenant jusqu'au 13 décembre, la population peut donner une mention à son entreprise chouchou, à son entreprise coup de cœur, qui l'a aidé pendant la pandémie, qui l'a aidé pendant toute cette année-là à bien mieux vivre, en fait, dans cette période-là. Alors, les gens de la population peuvent tout simplement aller sur le site de la Chambre au www.créerdesliens.com. Il y a un formulaire pour eux qui s'appelle « Formulaire population », donc on ne peut pas se tromper. On clique là-dessus et on peut faire une mention tout simplement à une entreprise chouchou, à notre entreprise coup de cœur qui nous a vraiment, vraiment, vraiment fait du bien pendant la pandémie. Maintenant, Mme Côté, vous nous parlez des entreprises, notamment pendant la pandémie. On sait que c'est beaucoup des organismes aussi qui sont venus en aide là, aux gens. C'est ouvert aux entreprises seulement ou les organismes sans but lucratif peuvent aussi poser leur candidature? Est-ce que c'est possible pour tout le monde de participer? C'est possible pour tout le monde de participer. Donc, les entreprises, évidemment, les entreprises, quand je dis entreprises, je parle évidemment des entreprises de type privé, les entreprises également de type coopératif, mais également les organisations à but non lucratif peuvent également participer parce qu'elles aussi ont travaillé fort pendant cette pandémie-là à essayer de survivre, en fait. Et ces groupes communautaires risquent fort d'apparaître parmi vos coups de cœur de la population, hein, parce que c'est des services directs qui ont été donnés à des gens qui avaient des besoins. Alors, souhaitons-le. Pour ceux qui veulent participer, Mme Côté, pourriez-vous nous redonner les détails? Comment on fait pour faire en sorte que ce gala soit un succès au mois de février prochain? Alors, notre soirée Charlevoix reconnaît autrement. Oui, c'est ça. Du 4 février. Alors, on a jusqu'au 13 décembre pour proposer soit une entreprise coup de cœur ou un organisme coup de cœur de la part de la population. Même chose du côté des entreprises. Ils ont jusqu'au 13 décembre pour déposer une candidature. Et tout ça va faire en sorte que le 4 février prochain, on va faire un grand câlin régional, un gros câlin régional à l'ensemble de tous les gens qui vont avoir travaillé si fort pendant cette année difficile que l'on vit. Alors, Mme Côté, je vous remercie, puis je vous remercie d'avoir été avec nous ce matin pour nous expliquer comment va se procéder ce gala. Charlevoix reconnaît autrement. Et autrement, il me fera toujours plaisir de vous accueillir à l'émission. Merci. Au revoir. Merci, Mme Côté. 100 millions de dollars. C'est la somme que le gouvernement du Québec a annoncée pour soutenir les services de soins à domicile un peu partout à travers le Québec. Et pour parler de cette annonce importante, on accueille Alain Goulet, qui est le directeur général de l'Agence pour vivre chez soi. Monsieur Goulet, bonjour. Bonjour, M. Ouellet. Ça va bien? Oui, merci. Monsieur Goulet, 100 millions pour les soins à domicile au Québec, c'est toute une reconnaissance quand même que votre réseau a obtenue. C'est une reconnaissance et c'était très attendu. Puis ça faisait quelques années, pour ne pas dire 2 décennies, que les ESSAD, les entreprises d'économie sociale de services à domicile, attendaient évidemment ce montant, cette reconnaissance salariale, si l'on veut.
Donc, c'est une tape dans le dos pour les préposés qui travaillent très fort, évidemment, durant la période covidienne. Oui. Il y a 14 millions ou 12,7 millions qui vont directement au salaire des préposés d'aide à domicile. Et ça, ce qu'il faut reconnaître, c'est que c'est à tous les années. Donc, ce 100 millions-là, il y a une partie, évidemment, qui va pour les salaires et ce sera récurrent pour les prochaines années par ailleurs. C'est donc dire que tous vos préposés d'aide à domicile ont obtenu cette semaine une augmentation de salaire. C'est quand même une bonne nouvelle. C'est une très, très bonne nouvelle. Et le taux horaire passe de quoi à quoi? Bien, il va dans une moyenne. Il passe de 14,25 à 16 de l'heure. Est-ce qu'il y a une prime COVID qui vient avec ça? La prime COVID, elle est toujours là. Elle est indépendante de l'augmentation salariale qui a été votée, qui a été annoncée dimanche dernier. Donc, le fameux 8 ou le 4 quand on travaille dans les résidences pour personnes âgées. Ça, c'est vraiment la prime COVID, c'est autre chose. Dites-moi, M. Goulet. Quand je suis arrivé il y a 2 ans, on faisait déjà des pressions auprès du gouvernement pour reconnaître, encore une fois, le travail qui était fait par les préposés, mais la reconnaissance devait passer, évidemment, par le salaire ou par le taux horaire. Oui. Donc, ça, c'est objectif atteint. Dans le fameux 100 millions, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a des argents, 65 millions, qui vont aller du côté des CIS et des CIUS pour augmenter le volume et intensifier les services auprès des personnes à domicile, que ce soit les aînés, les personnes en perte d'autonomie, les personnes vulnérables, etc. Donc, c'est un 100 millions qui vient s'ajouter aux 370 millions annuels que le gouvernement dédie aux services à domicile. C'est une reconnaissance pour les préposés, mais c'est aussi pour nous un levier pour le recrutement. C'était très important lorsque nous allons sur le marché de l'emploi d'avoir des salaires concurrentiels. Et voilà. Donc, pour nous, ça a été une extraordinaire nouvelle. Je vous rappelle qu'au printemps dernier, je vous disais que c'était comme le mystère de la caramel ou le mystère de l'assassinat de Kennedy, le salaire des préposés. Moi qui arrivais d'ailleurs dans un autre secteur d'activité économique, j'étais très surpris de voir que les salaires de service pour le service à domicile pour les préposés étaient aussi bas si on le comparait avec les salaires dans le même secteur, c'est-à-dire les préposés aux bénéficiaires, etc., etc. Dans le service, dans le secteur hospitalier, le secteur public hospitalier, il y avait une forte différence. Oui. C'est donc dire que vous allez, au cours des prochaines semaines, intensifier votre recrutement. Nous sommes actuellement, on intensifie à tous les semaines et à tous les mois. Vous êtes en recrutement permanent. Vous êtes toujours en recrutement. On est toujours en recrutement, sauf que c'est évident lorsqu'on arrive en entrevue puis qu'on parle des critères d'embauche et qu'on arrive aux critères salariales. Parfois, il y a des mâchoires qui lâchent un peu. Les gens sont comme surpris de voir que c'est presque le salaire minimum. Il faut rappeler que notre travail se fait autant au niveau des ménages, des repas, autant au niveau des soins à la personne, autant au niveau des répits pour les proches aidants, pour les personnes qui sont atteintes d'Alzheimer ou autres. Donc, c'est un travail, c'est une vocation. Donc, cette reconnaissance-là, encore une fois, elle était importante et elle nous permet à la fois de remercier le travail qui est fait auprès des préposés qui sont déjà en place, mais ça permet aussi de nous positionner sur le marché de l'emploi. En terminant, M. Goulet, on a un peu l'impression que c'est un des côtés positifs de la pandémie. C'est pas drôle de le dire comme ça, mais on a un peu l'impression que les soins à domicile, dans le courant des derniers mois, sont apparus comme étant la meilleure des solutions pour soutenir nos gens qui vivent des situations particulières ou qui sont dans des situations précaires en termes de santé, bien sûr. Est-ce que dans ce sens-là, la pandémie n'aura pas servi de révélateur pour l'importance des services que vous offrez? C'est très clair que la pandémie a mis en lumière ce travail de l'ombre. C'est aussi clair que ça. Malheureusement, on dit, bon, la pandémie étant ce qu'elle est, c'est évident que le rôle de préposé d'aide à domicile est plus essentiel que jamais. Oui. Mais également, ce qu'on se rend compte, c'est que, étant donné que les personnes sont à la maison, il y a moins d'entrecroisements lorsqu'arrive une situation pandémique. C'est-à-dire que les préposés vont à domicile et non pas
dans une résidence pour personnes âgées, où là, il y a un risque de contagion plus grand. En terminant, M. Goulet, est-ce que depuis le début de la pandémie, vos demandes pour les soins à domicile sont à la hausse? Les demandes sont les mêmes. Je vous dirais que les demandes sont les mêmes actuellement. Okay. On y répond de façon normale, mais on n'a pas eu de demande. Pas une explosion de demandes présentement. Non, il n'y a pas eu d'explosion de demandes de notre côté, ça je peux vous le garantir. Ouais. Mais vous allez continuer avec votre recrutement, petit à petit, à grossir votre équipe et à augmenter votre niveau de service, c'est ce qu'on comprend. Est-ce qu'il y a un défi de main-d'œuvre? On en a parlé au niveau salarial, là, mais au niveau du recrutement, est-ce que vous considérez que c'est un défi particulier? C'est un défi de tous les jours. On a 100, bon an, mal an, on a 100 préposés qui sont sur le terrain et bon an, mal an, on recherche une vingtaine de préposés. Mais c'est un défi de tous les jours parce que, oui, il y a des demandes qui sont en attente. Il n'y a pas eu une explosion de demandes pour l'aide à domicile, mais il y a toujours une vingtaine, une trentaine de demandes qui sont en attente pour qu'on aille chez les gens. Et évidemment, avec le 65 millions du côté du CIUS et du CIS, du CIUS dans notre cas, évidemment, on va avoir plus de demandes là, pour de l'aide à domicile, ça c'est clair. Donc, moi, ce que je vois venir, là, c'est une augmentation des demandes et une augmentation, évidemment, du nombre de préposés qu'on aura besoin pour répondre à cette demande-là. Et pour une fois, ces augmentations correspondent à une augmentation des budgets qu'on va vous consentir. Alors, Monsieur Goulet, on vous souhaite la meilleure des chances pour la suite. Et puis, écoutez, salutations à tous vos préposés qui sont également des travailleurs de première ligne et qui travaillent dans des conditions qui ne sont pas évidentes en ces temps de pandémie. Et encore une fois, c'est une vocation, c'est des travailleurs de l'ombre qu'on a mis en lumière maintenant durant cette période et j'ose espérer que la reconnaissance, autant sociale, économique et gouvernementale, sera toujours au ventre. Voilà. Monsieur Goulet, merci beaucoup. Ça nous a fait plaisir de vous recevoir à l'émission. C'était Alain Goulet, le directeur général de l'Agence Pour vivre chez soi. C'est la semaine de prévention contre les dépendances et notre journaliste Daniel Biru s'est entretenu à ce sujet avec Mme Lucie d'Entremont. Madame d'Entermont, bonjour. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Ça fait plaisir, merci. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus de la semaine de prévention contre les dépendances? Oui, donc chaque année, c'est une semaine qui est provinciale, donc c'est partout au Québec. C'est une semaine, donc on signifie l'importance d'agir, de prévenir contre les dépendances. Donc, nous, chaque année, on fait des activités en lien avec ça. Avec cette année, le slogan « Si t'as pas de fun, reste pas seul. T'es pas seul ». Oui. Et ça vient d'où, ce slogan-là? Pourquoi est-ce que vous l'avez choisi? Oui, dans le fond, c'est que c'est un travail d'équipe. Ouais. Nous, on fait partie d'un comité, je fais partie d'un comité qui a organisé la semaine de prévention des dépendances. Puis on a décidé ensemble, étant donné toute la situation qui entoure la pandémie et le fait qu'on peut on peut perdre contact avec notre clientèle, ben, on a décidé d'appeler le slogan comme ça, quand tu n'as pas de fun, ben reste pas seul avec ça, justement, de ne pas rester seul dans les moments où c'est plus difficile. Si la personne consomme, puis elle est seule chez elle, puis elle sent qu'il y a comme un désespoir, ben elle peut nous appeler, elle peut appeler il y a plein d'intervenants, d'organismes dans Charlevoix qui peuvent aider ces personnes. Cette semaine-là, bon, elle est reprise à chaque année, mais là, cette année, en raison de la pandémie, ça devient un plus grand défi. Est-ce que ça a été un défi de plus de commercialiser cette semaine-là auprès de la population? Est-ce que les gens sont toujours au courant que ça se passe? Est-ce qu'ils le savent? Oui, on utilise beaucoup plus les médias depuis les dernières années, mais cette année encore plus parce que c'est notre outil principal pour transmettre la bonne nouvelle. Donc, comme vous, comme dans TVCM aussi à la Malbaie, la radio communautaire, chacune de nos pages Facebook, Charlevoix Social. Donc, on utilise les médias justement pour transmettre le message que cette semaine, c'est la semaine de prévention des dépendances.
Mais ça fait quand même un peu drôle parce que, bon, quand on parle des dépendances, bon, c'est sûr qu'on parle de l'alcool, la drogue, le jeu, mais ce qui est ressorti beaucoup ces temps-ci, et justement, particulièrement en raison de la pandémie, c'est une cyberdépendance. Évidemment, tout le monde est à la maison, tout le monde passe du temps chez eux. Et bon, on se tourne beaucoup plus vers l'Internet. Pendant le confinement, justement, pendant la première vague, beaucoup de monde était sur Internet, là, que ce soit n'importe quoi, on le sait, on est conscient de ça. Ça ne veut pas dire que tout le monde a développé des problèmes. Oui. Il y a de quoi qui se passe, c'est spécifique. Quand on développe un problème, c'est qu'on dépasse le nombre d'heures normales qu'on dirait par jour. Il y a des malaises qui s'installent. Ça devient comme c'est plus fort que soi d'aller sur Internet ou aller jouer à un jeu. Donc, il y a des choses qui s'installent qui sont malsaines. Mais la majorité de la population n'a pas ce problème-là, même si depuis le début de la pandémie, on est plus souvent sur Internet, sur les réseaux sociaux, le magasinage en ligne, etc. Ça ne veut pas dire que chacun va développer une problématique avec ça. Oui. Quand vous parlez des différentes dépendances, vous, au Centre de sobriété et d'espoir de Baie-Saint-Paul, qu'est-ce que vous essayez de faire justement par rapport à ça? Nous, nos services, c'est chaque jour de l'année. On est là pour aider des gens, pour les accueillir, tout dans la confidentialité, d'écouter ce qu'ils ont à dire, puis de faire un bout de chemin, de les accompagner dans soit leur arrêt de consommation ou autre chose. Mais nous, dans le fond, la semaine, ça nous permet d'être plus entendus et plus vus pour justement rappeler à la population qu'on existe, qu'on est là, qu'on peut les aider. Mode de vie brouillon, la tête dans le brouillard. Je sais plus si je suis débrouillard ou un trouillard. Chaque jour les regrets, chaque soir ça recommence. Ça va vite mais je réalise que c'est plus moi qui est aux commandes. Donc c'est ça, donc une présence plus imposante. C'est ça en gros votre but, c'est qu'on veut que les gens sachent que bon, on peut faire appel à vous, il n'y a pas de gêne. Moi, je le répète souvent, mais il n'y a pas de gêne à aller chercher de l'aide. Au contraire, moi, je trouve que c'est une force intérieure qu'on a, que c'est pas tout le monde qui a, là. Donc, aller chercher de l'aide, c'est sain, c'est pour se sentir mieux. Puis, habituellement, les gens, ce qu'ils nous disent, c'est qu'après avoir venu chercher de l'aide, c'est qu'il y a comme un poids qui se retire de nos épaules. Ouais. Tout ce poids-là qu'on traîne depuis des années, ben là, enfin, il y a quelqu'un qui va nous écouter sans jugement, puis qu'on va essayer ensemble de trouver des solutions. En temps de pandémie, est-ce que ça a été un plus grand défi de faire valoir justement votre but, ce que vous faites au quotidien pour la population? Bien, effectivement, c'est sûr que c'est un challenge, là, c'est un défi supplémentaire parce que faut réduire le nombre de personnes qui peuvent fréquenter en même temps notre milieu de vie. Ça veut dire aussi que les gens ne peuvent plus venir quand bon leur semble durant la journée. Ils doivent appeler auparavant pour réserver leur place. Ouais. Donc ça, c'est sûr que ça nous demande l'organisation. Mais heureusement, ce qui est différent de la première vague, nous, on avait complètement fermé durant la première vague. Puis là, ben, on est considéré comme un service essentiel. Donc, on reste ouvert avec certaines modifications, bien sûr, autant pour se protéger nous que pour protéger la clientèle. Mais moi, je me dis, on est là. On peut quand même les aider. Hey, Madame Lucie d'Enterrement, merci beaucoup pour votre temps. Merci à vous. Ouais. Merci. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. À vous aussi. Moi, c'est l'alcool. Toi, c'est quoi? Pensez 2 secondes, puis fais les choix adéquats. Cette semaine, à Baie-Saint-Paul se déroule la clinique de vaccination contre la grippe. On est allé sur place, on a pris des images et on a rencontré les représentants du CIUS de la capitale nationale. Aujourd'hui, on se trouve à Baie-Saint-Paul pour les 10 prochains jours. On a 13 journées de prévues ici à Baie-Saint-Paul. Ce qu'on fait, c'est qu'on reçoit environ 150 personnes de la population par jour
qui sont vaccinés ici à Baie-Saint-Paul. C'est un petit peu moins que d'habitude les années passées, l'idée étant qu'on va respecter tout ce qui s'appelle distanciation sociale. Il faut respecter toutes les mesures d'hygiène aussi. Donc, la façon dont ça se passe, les gens arrivent ici, on leur fait changer de masque. Ils suivent un circuit par terre de manière à ce que personne ne se croise. Ils seront évalués, vaccinés. Il y a une période d'attente qui se fait de 15 minutes une fois le vaccin donné. On peut recevoir aussi les chaises qui sont à distance de 2 mètres chacune. Donc, on va aussi respecter différents paramètres pour pas qu'on ait plus qu'une 50aine de personnes dans la bâtisse. En fait, on est très satisfait de la façon dont ça se passe. Les gens répondent bien. Sensiblement la même réponse que l'an passé, sauf qu'on comprend que c'est échelonné sur plusieurs jours comparativement à l'an dernier. Ce qu'on connaissait dans les années antérieures, c'était des vaccinations de masse qu'on faisait. Donc, plusieurs centaines, voire des milliers de personnes qui se faisaient vacciner à chaque jour. Mais cette année, on doit composer avec le facteur de la COVID. Donc, les principes de distanciation sont excessivement importants. Les principes aussi de désinfection des mains sont omniprésents partout dans le processus. La différence cette année, c'est que forcément à cause du COVID, l'offre de services se fait essentiellement et uniquement en rendez-vous. L'offre vaccinale pour, par exemple, la région de Baie-Saint-Paul correspond exactement à ce qu'on avait donné l'an passé. Actuellement, la réponse va être sensiblement, on tend vers le même type de réponse, la même réponse de la population. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que chacune des cliniques de vaccination sont supportées par, il y a toujours en charge une infirmière clinicienne de la direction de la santé publique qui sont là pour répondre à l'ensemble des questions, que ce soit de nos professionnels ou encore de la population qui se présente dans nos cliniques de vaccination. Actuellement, ce qu'il faut savoir, c'est que les données parviennent de l'Institut national de santé publique, l'INSPQ. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, dans la région de Charlevoix, Québec, au Canada, il n'y a aucun cas recensé d'influenza. On parle aujourd'hui du 14 novembre, il n'y a pas de cas recensés. Donc actuellement, ça se passe bien. C'est maintenant le moment de parler de sport local, mais également du sport des grandes ligues en compagnie de Maxime Jaudoin. Maxime, bonjour. Salut Martin. Tout d'abord, on apprend cette semaine que l'Ultra Trail Arikana a remporté un prix. De quoi s'agit-il? Oui, alors c'est un prix qui s'appelle en fait dans le volet qui s'appelle Prévention et réduction à la source. Donc là, ça sonne un peu volet vert, là, on sent un peu ça. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, et c'est Marlène Côté qui a accueilli la nouvelle avec beaucoup de plaisir parce qu'en fait, ils ont pris plusieurs mesures pour être justement plus verts. Dans la création. Éco-neutre que l'on dit, c'est carboneutre. Exactement. Donc là, on parle de création d'un centre de tri pour aider, une gestion plus efficace du compost et pour finir, est-ce que ça, je trouve ça, moi, une belle initiative, réduction de la production de médailles. Parce que faire une médaille, là, ça demande beaucoup d'énergie de produits. Donc là, on a mis ces 3 figures-là ensemble et ça a fait vraiment une réduction vers. Et c'est pourquoi on a remporté ce prix-là, qui est mérité. Je regarde un peu ce qu'ils ont fait, là. Je pense que c'est mérité. Bien, félicitations au groupe d'Arikana. Absolument. Allons maintenant du côté, c'est plus proche de nous, mais ça demeure maintenant les grandes ligues. Oui. Allons du côté de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Oui. Il y a toute une expérience qui est en train de se faire actuellement. Oui, absolument. Bien, écoutez, de un, ça se passe du côté, comme tu l'as dit, à Québec. Le centre Vidéotron qui est devenu, en fait, le centre d'attraction de la Ligue majeure du Québec à ce sujet-là, parce que là, en ce moment, on a des matchs qui sont présentés à huis clos avec 7 équipes qui sont situées en zone rouge. Donc là, bon, je n'aimerais pas les 7, mais on parle notamment des Olympiques, les Saguenayens et évidemment les Remparts parce que c'est dans leur ville, dans leur ville haute. Je vais le dire on comprend que ce sont les équipes du Québec, de la Ligue junior majeure, mais c'est pas toutes les équipes de la Ligue. Non, c'est pas toutes les équipes, exactement. C'est comme, justement, on dit 7 équipes qui sont en zone rouge, qui, eux, s'en viennent dans la ville-bulle pour disputer les matchs. Entre eux. Mais là, attention, c'est pas 3 mois de match qu'on fait, là, c'est seulement, là, ça a commencé le 17, donc c'est en cours, et ça se fait jusqu'au 27 novembre prochain, ce qui veut dire là, vendredi. Là. Donc, on a une belle séquence d'une semaine du côté des matchs là, que les joueurs vont pouvoir un petit peu là, venir contempler, si je peux le permettre, la ville de Québec. OK. Donc, on a du hockey de la Ligue de hockey junior majeur en ce moment. Oui.
Qu'est-ce qui arrive avec la Ligue nationale de hockey? Oui, bien là, la Ligue nationale de hockey, honnêtement, c'est pas l'amour fou présentement entre les joueurs et la Ligue. Et je vous explique pourquoi. C'est parce que là, on travaille pour un plan de relance en vue de la prochaine saison, qui est toujours en vigueur, je le rappelle, en vigueur. On veut toujours le faire le 1er janvier. Pour le 1er janvier. Ça n'a pas encore changé. C'est l'objectif qu'on veut. Là, par contre, où ça bloque pour relancer ça, c'est les salaires présentement qui bloquent. C'est toujours les salaires au hockey. C'est un mythe. Là. Parce que les joueurs sont payés au nombre de parties jouées. Oui, en fait, cette année, ce qu'on fait, tu l'as dit, on parle un petit peu d'un prorata. C'est comme ça qu'on va le faire. Donc là, parce que là, il faut comprendre que les joueurs avaient signé en juillet dernier une convention collective de 6 ans. Et dans la convention, on avait accepté de reporter le salaire de 10 sur 3 ans. Ça, c'est ce qu'on avait accepté au mois de juillet. Mais là, présentement, pour relancer la saison, la Ligue là, demande aux joueurs de pas 10 mais de reporter leur salaire de 13 Donc là, on demande un 3 de plus. Et c'est vraiment là que ça bloque. C'est là vraiment que les joueurs contestent cette décision-là parce que l'entente qu'ils avaient signée, c'était pas ça. Et là, actuellement, pour les joueurs, on s'est un petit peu trahi par la Ligue nationale de hockey. De dire, on a signé une entente, mais là, vous ne la respectez pas. Mais on ne parle pas d'une saison de 80 matchs, là. Non, ça va être plus condensé un peu, peut-être 72 matchs. Là. On est en train de regarder un peu 60. Là. On regarde un peu. Ça va être une saison plus longue que qu'on a vu pour les séries un peu. Là. Donc là, ça va être un gros momentum. Est-ce qu'on peut penser que la baisse de 13 est au prorata du nombre de matchs qu'on va avoir en moins? C'est-tu un calcul comme ça qui est en train de se faire? En fait, c'est pas nécessairement au niveau des matchs, c'est plus au niveau des revenus financiers versus les salaires. C'est là vraiment qu'on va regarder. Et là, c'est pour donc, ça... les arénas vides, les commanditaires qui sont moins là. Exactement. Puis là, c'est pour ça que la Ligue a demandé aux joueurs, oui, vous avez signé une entente, mais là, avec les conséquences qu'on a, et c'est pas encore sûr qu'on va avoir des gens dans les gradins pour payer les billets. Donc là, on a dit, on va l'augmenter à 13 de vos revenus, mais c'est pas ce qu'on avait signé. Donc là, les joueurs, là, ils se disent, là, vous nous trahissez, vous ne respectez pas l'entente. Donc c'est là un peu que ça bloque, là, ce chiffre-là. Mais ces discussions-là avec les joueurs n'empêchent pas la Ligue de faire des opérations de marketing. Puis on a dévoilé cette semaine les nouveaux gilets vintage de la Ligue nationale de hockey. Pouvez-vous nous parler de ça un peu? Absolument, oui. Là, je pense qu'on va peut-être avoir une photo là, sous peu là, pour un peu vous expliquer. Et voilà, donc là, de un, on voit le centre du Canadien Nick Suzuki porter le fameux il n'est pas vintage, lui, par exemple. Hein? Lui, non, il est tout jeune. Il est tout jeune, mais et ça, c'est le gilet qu'ils vont utiliser, le gilet vintage qui va être utilisé cette année. Oui, donc ça, honnêtement, le gilet va s'appeler Reverse Retro. Ça, c'est le terme anglophone. Et bon, la Ligue a demandé aux joueurs de porter ce gilet-là pour quelques matchs comme but un petit peu de repartir la rivalité entre les équipes qu'il y avait. Donc, on a un but là, un but compétitif. Raviver la flamme de certaines rivalités. Raviver la flamme, exactement. Donc là, pour parler du chandail, Martin, si tu me permets, là, ici, là, on voit, il y a des mélanges là-dedans. Là, il y a des couleurs, vraiment, on s'est inspiré du premier chandail qui est paru en 1909, que le Canadien avait, et on a mixé ça avec des couleurs qui ont été portées pendant pratiquement plus de 20 ans, de 1974 à 2007, dans lequel le CH a remporté pas moins de 6 Coupes Stanley. Donc, tu sais, on est un peu, là, on est conscient. On demeure dans le bleu, blanc, rouge. Oui, on demeure, ça n'a pas changé. Et là, on le voit peut-être pas sur les photos, mais dans les collets, il y a un numéro 76. On ne le voit pas là-dessus, mais il y a un numéro 76 qui a été brodé dans un petit peu les coutures du chandail. Et ça, honnêtement, ça représente ce chiffre-là, le premier titre, l'année du premier titre que le CH a remporté sa Coupe Stanley là, officiellement. Donc, on est vraiment concept de A à Z avec ce nouveau style de chandail-là. En terminant, Maxime Jaudoin, j'aimerais savoir, est-ce que vous allez l'acheter, ce gilet? L'achèterez-vous? Oui, bien, c'est sûr que, bon, les prix, disons que... C'est pas donné, hein? Ça vaut combien d'abord un gilet comme ça quand vous achetez ça en boutique, là? 120, 130 en fait, en boutique, quand on va au Centre Bell, la boutique au Centre Bell, là, on parle à peu près de 300-400 pour les chandails. Pour un chandail? Pour un chandail, c'est ça. Bon, on peut l'acheter moins cher, évidemment, en ligne. Ça dépend, tu sais, des fois, on vend moins cher. Mais vraiment, les boutiques sur place, dans le Centre Bell comme tel, on parle d'un 400 à 500 $, pour les chandails. Et celui-là, ce chandail-là, ceux qui vont l'acheter, allez-y, mais attendez-vous pas à payer 20 $. En plus que c'est un rétro dispendieux, donc ça va peut-être là, 300-400 $ à regarder. Bien, connaissant votre amour pour le Canadien, je souhaite que vous retrouviez ça sous votre arbre de Noël, M. Jaudoin. Oui, on va peut-être attendre un peu qu'il descende. Oui, je l'admets que mon cœur est à Montréal, mais bon, on va peut-être attendre un peu que le prix chute un petit peu. Maxime Jaudoin, on vous remercie d'avoir fait le tour du sport local et des grandes ligues et du Canadien avec nous cette semaine. Oui, bien, c'est toujours un plaisir, Martin. Merci de m'accueillir. Au plaisir de vous recevoir. C'est ce qui complète notre émission cette semaine. On espère que vous avez apprécié et on vous dit à la prochaine.